Bonsoir. Excusez-moi pour tout à l'heure, je faisais des essais puisque, comme vous savez, la conférence est transmise en direct. Et la dernière fois, j'ai eu des petits soucis, donc j'ai préféré faire des essais pendant que vous vous installiez. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Frédéric Bécher, qui est professeur d'informatique à Aix-Marseille Université et qui est chercheur au laboratoire informatique et systèmes, le LIS. Après des études d'informatique à la faculté des sciences de Lumini, il a obtenu en 1994 un doctorat en informatique à l'Université d'Avignon, portant sur la transcription automatique de la parole. Il a ensuite travaillé successivement à l'Université Ludwig Maximilian de Munich, en Allemagne, au laboratoire informatique d'Avignon, le LIA, à AT&T Research Shannon Lab au New Jersey, avant d'être recruté en 2009 en tant que professeur d'informatique à AMU et chercheur dans l'équipe traitement automatique du langage écrit et parlé Taleb du laboratoire LIS. Merci d'éteindre vos téléphones, s'il vous plaît. Ses recherches se situent principalement dans le domaine de la modélisation du langage pour la compréhension automatique de la parole. Et en traitant le langage parlé, ses travaux sont à l'intersection du traitement automatique de la langue naturelle, d'une part, et d'autre part, du traitement automatique de la parole. Ce soir, à travers sa conférence, il va nous présenter l'intelligence artificielle, comment les machines nous comprennent. Donc avant de lui laisser la parole, je vous rappelle que la conférence dure entre 45 minutes et 1 heure, puis on passera aux questions pendant environ 30 minutes, et ensuite je vous libérerai. Bonne soirée. Très bien. Eh ben, merci, merci d'être venu, et merci pour l'invitation à cette présentation. Donc voilà, comme le titre l'indique, on va parler des machines et on va parler de compréhension du langage. Et donc c'est un sujet qui m'occupe depuis bien longtemps, depuis que j'ai commencé des études d'informatique. Et donc ça va être l'occasion de voir différents aspects de la compréhension par les machines et plus particulièrement la compréhension du langage. Alors, c'est un sujet qui est particulièrement d'actualité puisqu'on est à une période où ces technologies-là qui ont étaient des technologies de laboratoire pendant bien longtemps, sont petit à petit devenues des technologies de grand public. Vous voyez tous les publicités pour des assistants vocaux qu'on peut mettre chez soi, ce que vous faites avec votre téléphone portable. Et récemment, en plus dans la communauté scientifique, on a obtenu des résultats assez intéressants, en tout cas assez nouveaux, et qui, voilà, c'est le bon moment pour se poser la question, pour savoir à peu près où on en est. Donc cette présentation a un autre point de départ qui était, c'est passé il y a quelques années. Ma fille était encore au collège en 3e, je pense, et j'étais en train de faire des exercices de maths avec elle, et elle avait une multiplication à faire. Et au lieu de poser la multiplication et de l'écrire avec un stylo comme auraient fait mes parents, ou utiliser une calculatrice comme j'aurais fait moi, elle avait son téléphone sur la table, elle a tout naturellement demandé « Hey, peux-tu multiplier 56 pour 72 ?» Et le téléphone lui a répondu. Et quand je l'ai regardé avec des gros yeux, elle m'a regardé avec cet air qu'ont les enfants quand ils regardent leurs parents pour leur faire comprendre qu'ils sont dépassés. Ils me disaient « Mais quoi, c'est normal quoi ?» et en fait, je me suis rendu compte qu'elle utilisait son téléphone par la voix, par la calculatrice. Alors, c'était pas tellement le fait que le téléphone puisse faire ça, je sais bien que c'est pas un cas très compliqué, mais c'était l'aisance avec laquelle cette nouvelle génération était capable de s'approprier ces technologies vocales et converser donc avec une machine de manière complètement naturelle. Donc là, je me suis dit, oui, il y a quelque chose qui a quand même changé assez récemment. Alors, on va avoir 3 aspects dans cette présentation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'apprendre et comprendre pour une machine ? Alors, on va restreindre ça, bien sûr, au cadre du langage humain. Et on va essayer d'analyser ce que peut vouloir dire, donc apprendre un langage, comprendre un langage pour une machine, en le comparant un petit peu, mais je n'irai pas très loin sur ce sujet-là, à ce qui peut se passer quand un enfant apprend à parler et commence à maîtriser le langage. Donc, qu'est-ce que c'est qu'apprendre ? Donc, alors, on ne va pas faire un débat philosophique là-dessus, mais disons qu'on peut identifier deux moyens pour apprendre dans le processus d'apprentissage, comme je disais, que peut avoir un enfant lorsqu'il apprend le langage. La première méthode, c'est apprendre à partir d'exemples. Alors, je vais vous présenter un exemple assez idiot, mais bon, qui
qui va vous donner une petite, j'espère, une petite indication sur la manière dont les machines peuvent aussi apprendre à partir d'exemples. Donc on va prendre un exemple très bête où on a des oiseaux. Et ces oiseaux-là, ils ont deux espèces. Hein. Ils peuvent être soit des oiseaux pif, soit des oiseaux paf. Voilà. Et on vous demande de choisir si l'oiseau que vous voyez là est pif ou paf. Comme ces petits jeux que vous pouvez avoir hein, où vous devez, comme ça, deviner quelle est la suite d'une série, etc. Donc, si vous n'avez aucune information, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez répondre au hasard. Et vous dites, par exemple, que c'est pif. Et là, vous le voyez, c'est écrit en blanc. Et on vous donne la solution. Une fois que vous avez joué, une fois que vous avez choisi une catégorie, on vous dit si c'est bon ou c'est pas bon. Ben là, vous avez eu de la chance, vous avez choisi pif, et la solution, elle est en vert, et c'est pif. On vous donne un autre oiseau, et on vous demande de nouveau à savoir si c'est un oiseau pif ou paf. Bon, comme l'oiseau est de couleurs différentes, par exemple, vous allez dire, ah bah celui-là, ça doit être un oiseau paf. Ben non, c'était un oiseau pif. Et vous continuez comme ça. On vous donne un nouvel oiseau, et on vous demande, est-ce que c'est pif ou est-ce que c'est paf? Vous allez faire des hypothèses. Ces hypothèses vont être faites par rapport à l'expérience que vous avez des choix précédents que vous avez faits et de la supervision, c'est-à-dire de ce qui est marqué en vert, qui vous a indiqué si vous aviez raison ou si vous avez tort. D'accord? Donc là, j'ai dit pif, paf et pif. Bon, les deux derniers coups, j'ai perdu. Bon, je rejoue et dans ce cas-là, je me dis, ah, ben peut-être que ça a à voir avec la couleur de la crête, je ne sais pas. Je vais essayer la crête rouge qui serait un oiseau pif. Effectivement, c'est le cas. Je continue à jouer, je fais ce qu'on appelle une inférence. Hein. Je vais essayer de vérifier si cette hypothèse était bonne ou pas. Dans ces cas-là, par exemple, je dis bah, c'était peut-être la couleur du corps qui était importante, donc je dis que c'est pif, bah non, c'était pas, etc. Et à la fin, je me dis, bah non, finalement, à partir de tous ces exemples, je me dis que si la crête est rouge, c'est un oiseau pif, si la crête est blanche, c'est un oiseau paf. Et là, ça marche. Donc vous avez vu que dans cet exemple-là, j'ai jamais donné de connaissances expertes. Il n'y a pas un naturaliste qui m'a décrit le phénomène, j'ai juste vu des images, des informations, et j'ai essayé de me faire un modèle du problème. Et ce modèle, après, il me permet de traiter des données nouvelles. Donc un nouvel oiseau qui arrive, je peux prédire la catégorie. À partir donc d'un simple retour sur mes prédictions. Donc ça, c'est une méthode pour apprendre qu'on appelle l'apprentissage à partir d'exemples. Une autre méthode, hein, bien sûr, c'est d'apprendre avec un professeur. Donc, si vous voulez, l'enfant avec ses parents, il apprend à partir d'exemples. Hein. Il essaye des choses, ses parents lui font un retour, et selon ce retour, il va savoir s'il a eu raison ou tort. Quand vous êtes avec un professeur, évidemment, là, vous allez avoir une connaissance experte qui va directement vous donner le résultat, si c'était le bon résultat dans ce cas-là, et par exemple vous dire les oiseaux pif ont la crête rouge, contrairement aux oiseaux paf. Si vous avez cette connaissance-là, ben, finalement, vous pouvez directement l'utiliser pour choisir quelle catégorie donner à vos exemples, sans passer par une étape de compréhension, enfin, d'apprentissage par les exemples. Donc voilà un peu deux mécanismes d'apprentissage. Alors, ces mécanismes, ils sont très bien, mais à quel moment ils peuvent dérailler? À quel moment ça peut mal se passer? Imaginez que j'ai un nouvel oiseau qui arrive, et cette fois, il a une crête blanche, mais c'est un oiseau pif. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Là, vous avez plusieurs possibilités. Soit c'est une erreur, soit on vous a donné cette image, mais en fait, on s'est trompé entre la légende et l'image. Donc ça peut être une erreur de vos exemples. Ça peut être aussi que les inférences, c'est-à-dire le modèle que vous avez appris à partir des données précédentes, est faux. Vous avez cru que c'était la crête, mais en fait, non, c'est autre chose. Quelque chose que vous n'avez pas encore décelé. Et donc cet exemple-là, il n'est pas faux, c'est vous qui avez fait un mauvais modèle. Si on regarde par rapport à la connaissance experte, peut-être que le professeur, il s'est trompé. Peut-être qu'il n'avait pas toutes les connaissances. Peut-être que les connaissances, au moment où il a écrit la règle, étaient bonnes, mais maintenant, il y a plus de connaissances et ces règles-là ne suffisent pas. Donc, que ce soit l'apprentissage par l'exemple ou l'apprentissage avec un professeur, dans les deux cas, on peut avoir des erreurs, soit à cause de ce qu'on appelle des données manquantes, hein, du bruit dans les données ou des données manquantes, soit à cause de règles de connaissances qui sont incomplètes, partielles, et qui ne permettent pas de régler le problème. Donc ça, c'est pour l'apprentissage. On reviendra après là-dessus, on verra comment ça s'applique sur le langage pour les ordinateurs. Alors maintenant, comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire comprendre? Pour une machine et pour un humain qui traite le langage. Si je vous montre cette image, qu'est-ce que vous pouvez dire? Bon, si je vous demande de la comprendre, vous pouvez essayer de deviner ce qui se passe sur cette image, et vous pouvez dire par exemple, on pourrait dire que c'est un chien qui court à quatre pattes, c'est un homme qui est en train de s'allonger, mais
je pense que la majorité d'entre vous, par rapport à cette image, vous allez dire, c'est quelqu'un qui court et qui trébuche. Donc vous aviez plusieurs possibilités pour expliquer ce qui se passe à l'écran, mais vous avez choisi, je pense, la majorité d'entre vous ont choisi une possibilité qui est cette personne trébuche sur une marche. Voilà. Mais ça pourrait être autre chose. Vous avez fait un choix parmi toutes les explications possibles, parmi tous les sens possibles que peut avoir cette image. Donc vous l'avez comprise, c'est-à-dire que vous avez fait un choix d'un sens. Donc ça, c'est une possibilité pour comprendre. Vous avez une autre manière de comprendre, c'est comprendre dans une situation d'interaction. Imaginez que vous discutiez, enfin vous êtes au bureau, vous demandez à un collègue, tu as un stylo? Ce qu'il vous dit, c'est pas, il ne vous demande pas si vous avez un stylo avec vous, ce qu'il vous demande, c'est pouvez-vous lui passer un stylo? Donc si vous voulez, la compréhension en contexte à ce moment-là, ça a été non seulement de comprendre le message, mais de comprendre le message dans le contexte d'une interaction avec quelqu'un. Donc dans ces cas-là, vous déclenchez pas seulement une représentation mentale de j'ai un stylo, mais vous déclenchez une action qui est je vais prendre mon stylo si j'aime bien mon collègue et je vais lui passer mon stylo. D'accord? Donc dans ces cas-là, comprendre, ça va être réaliser une action une fois qu'on aura choisi un sens. Donc on va synthétiser ça avec une phrase très simple. Alors évidemment, c'est des simplifications. Je simplifie exprès pour vous montrer de la manière dont ça va être fait après par les machines. Donc pour nous comprendre, ça va être d'une part ce qu'on appelle enlever l'ambiguïté, c'est-à-dire choisir un sens parmi un nombre de sens possibles, et puis éventuellement, si vous êtes dans une situation d'interaction, exécuter une action. Donc exécuter une action, ça c'est optionnel, c'est si vous êtes dans une situation qui le demande. Ok, donc voilà où on en est au niveau d'apprendre et de comprendre. Alors maintenant, il reste la troisième partie donc des concepts qu'on va avoir besoin pour parler donc de l'apprentissage du langage chez les machines, c'est le langage. Qu'est-ce que c'est que le langage pour une machine? Alors, en informatique, on manipule du langage. C'est-à-dire que la base de l'informatique, c'est de décrire avec un langage qu'on appelle formel des suites d'opérations. Vous savez que les algorithmes, c'est des suites d'opérations qui sont décrites avec un langage formel. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un langage formel? Un langage formel, c'est un langage qui est explicite et qui n'est pas ambigu. Alors, explicite, ça veut dire qu'il contient tout. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher une information autre pour pouvoir donner un sens à votre énoncé. Et non ambigu, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul sens. Si j'écris une règle comme, donc là, ceux qui ont fait un peu de programmation, vous reconnaissez des choses qui ressemblent à une ligne de programme. Hein. Si A est supérieur à 10, alors B est vrai, sinon B est faux. Voilà, ça fait partie des espèces de règles qu'on peut avoir dans un programme informatique. Il n'y a pas d'autre analyse, il n'y a pas d'autre sens que celui qui est, si la variable A est supérieure à 10, alors B est vrai, sinon B est faux. On ne peut pas l'interpréter d'une autre manière. Il n'y a pas d'ambiguïté. A l'inverse, les langages naturels sont ambigus et implicites. Si je vous dis enlevez les noyaux des cerises et mettez-les dans la pâte, il y a peu de chances que vous preniez les noyaux et que vous les laissiez dans le gâteau. Sinon, ce ne sera pas très, très bon. Pourtant, la phrase est ambiguë. Si on demande à un linguiste d'analyser plutôt cette phrase, on a plutôt tendance à relier l'anaphore au nom qui est juste avant. Et donc on aurait plutôt ici, ou nom qui est au début. Donc ça serait plutôt les noyaux qu'on mettrait dans la pâte si on analyse juste la phrase. Mais le sens global de cette phrase fait que sait bien que ce n'est pas les noyaux qu'on va manger. Ensuite, vous avez des phrases qui sont authentiquement ambiguës. Si je vous dis la phrase « J'ai vu l'homme sur la colline avec un télescope », vous pouvez lui trouver au moins 6 ou 7 sens possibles. Donc les deux sens les plus courants, c'est est-ce que c'est moi qui vois l'homme avec un télescope ou est-ce que c'est l'homme qui porte un télescope et c'est moi qui le vois? Après, est-ce que c'est moi qui suis sur la colline ou c'est l'homme? Est-ce que c'est le télescope qui est sur la colline ou pas? Etc. Vous avez beaucoup d'interprétations possibles. Mais ce n'est pas un problème. Si je vous montre cette phrase, vous n'allez pas devenir fou juste en la lisant. Vous allez dire, je ne sais pas encore quel est le meilleur sens. Peut-être qu'il y aura une image qui va m'aider par la suite, mais en tout cas, je garde cette ambiguïté, je vis très bien avec. Ce n'est pas un souci. Le problème, c'est que cette ambiguïté et ce côté implicite qui permet la communication entre les gens, entre humains, elle rend fou les machines. C'est-à-dire que autant toutes les connaissances communes qu'on va avoir avec quelqu'un vont vous permettre d'enlever plein de sens inutiles pour garder celui qui est pertinent dans un contexte donné, autant pour une machine, si vous lui demandez d'énumérer tous les sens possibles que l'on peut avoir,
il y a des risques que le problème devienne trop gros et que le système crache. Donc vous avez vraiment une perte d'efficacité à énumérer les solutions possibles, et puis il vous faut un moyen, après l'avoir énuméré, pour choisir la bonne. Et ça, on le verra, hein, c'est un gros souci des machines, c'est l'absence de sens commun. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui reviendra petit à petit. Et puis il y a une autre problème, qui celui-là est plus théorique, hein, qui est très intéressant pour les linguistes informatiques, c'est de savoir finalement, est-ce que toute langue naturelle peut se ramener à une langue formelle? Là, il y a eu beaucoup de travaux là-dessus, hein, et je me garderai bien de donner un avis définitif là-dessus. Alors, comment on va appréhender donc le problème de la compréhension du langage par les machines? Eh bien, ce qu'on va dire, c'est que le but de la compréhension, ça va être de rendre le langage naturel formel, c'est-à-dire le langage naturel non ambigu et explicite. Pour une machine, comprendre une phrase, ça veut dire enlever l'ambiguïté, trouver un sens et un seul, et essayer de récupérer toutes les informations qui permettent de donner un sens absolu à ce que vous êtes en train de dire, au texte que vous êtes en train d'analyser, et que ce ne soit pas un sens relatif. C'est en ça que je dis qu'il est explicite. Alors comment on peut faire ça? On va voir, vous avez en gros deux moyens, hein, pour atteindre ce but. Vous pouvez l'atteindre par rapport à une application, ou vous pouvez aussi l'atteindre par rapport à ce qu'on appelle un modèle formel. On va étudier ces deux méthodes maintenant. Alors, on va commencer par l'étudier par rapport à une application. Donc l'application reine, si on veut, du traitement automatique de la langue, c'est la traduction automatique. Donc si je vous dis une phrase comme « The spirit is willing, but the flesh is weak », vous avez la traduction, on va dire, classique de cette phrase-là, c'est « l'esprit est fort, mais la chair est faible ». Néanmoins, on peut la traduire de différentes manières. Une autre traduction qui est effectivement un peu détournée, mais qui n'est pas complètement fausse si on prend juste le sens des mots, hein. Spirit, ça peut être traduit par vodka, enfin par alcool, hein, pourquoi pas vodka, et flesh, ça peut être aussi la viande que l'on mange, et quand vous dites que flesh is weak en anglais, ça veut dire aussi que la viande est passée, hein, et qu'elle est pourrie. Et donc vous pouvez la traduire aussi par la vodka est bonne, mais la viande est pourrie. Évidemment, la bonne traduction, c'est la première, c'est l'esprit est fort, mais la chair est faible. Néanmoins, la seconde n'est pas complètement dénuée de pertinence. Donc, si votre machine arrive à choisir parmi ces deux traductions et vous donne la première, vous pouvez dire qu'elle a compris le message que vous voulez traduire. Si elle vous donne une autre traduction, qui fait un contresens donc, par rapport à la phrase originelle, à ce moment-là, elle n'a pas compris. Okay, donc, pour nous, la première méthode d'envisager la compréhension, c'est est-ce que la machine a réussi à remplir la tâche pour laquelle il fallait la bonne interprétation. On verra tout à l'heure, hein, lorsque vous demandez à votre smartphone de jouer une chanson, s'il vous joue une autre chanson, ben c'est qu'il ne vous a pas compris. Donc il a fait une action qui n'était pas correcte par rapport à ce que vous demandiez, donc il n'a pas réussi à trouver le bon sens parmi tous les sens possibles. Donc ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est la compréhension par rapport à un modèle formel. Alors qu'est-ce que c'est qu'un modèle formel? Un modèle formel, ça va être un modèle qui a été fait par des spécialistes, hein, donc on retrouve l'idée du professeur de tout à l'heure qui apprend une leçon à ses élèves. Hein. Et ce modèle formel, c'est un modèle qui explicite le monde et qui n'est pas ambigu. Alors ici, par exemple, j'ai un modèle formel très simple, puisqu'il ne permet de représenter que cette phrase-là. Je vois l'homme sur la colline avec un télescope. Il permet de représenter rien d'autre. Donc ce n'est pas un modèle formel qui va nous servir dans beaucoup d'applications. Néanmoins, ça reste un modèle formel. Vous voyez que ce modèle formel, il vous explique les différents sens que l'on peut donner à cette phrase. Soit c'est l'homme qui est sur la colline et c'est moi qui regarde avec un télescope, soit c'est moi qui suis sur la colline avec un télescope et c'est l'homme qui est en dehors, etc., etc. Donc vous voyez que les différents sens de cette phrase sont tous représentés avec ces petits pictogrammes et le sont de manière non ambiguë. Alors, on va continuer maintenant en se posant la question, et on va voir à quel point c'est lié, la représentation du langage dans une machine. Alors comment la machine peut-elle manipuler le langage? Donc vous savez sans doute que ce que manipule la machine au final, hein, ce sont des nombres.
nombres binaires même. Hein, d'accord ? Les machines, ça fonctionne avec des séries de 0 et de 1. Hein. 0, il n'y a pas de courant. 1, il y a du courant. Voilà, c'est tout. Et donc, tous les processus de calcul reviennent, in fine, à manipuler des nombres. Bien. Donc, là-dedans, comment on peut faire rentrer le langage là-dedans ? Et on peut aussi se poser la question, on verra après, hein, on peut aussi se poser la question de comment le langage est codé chez l'humain. Voilà. C'est des choses qui sont assez liées. Alors, traditionnellement, on avait jusqu'à il y a quelques années, la première idée pour représenter le langage, c'est issu de travaux de linguistique. Alors la linguistique, hein, c'est l'étude de la langue, des structures de la langue, et c'est ce qui permet d'expliquer pourquoi on parle d'une certaine, enfin on écrit en tout cas d'une certaine manière et pas d'une autre, etc. Et donc il y a toute une école linguistique importante, hein, notamment en France. Et donc la première manière de représenter la langue, c'est de se baser sur ces travaux-là. Donc on va dire par exemple que une phrase, et donc quand vous avez un texte, il est composé de phrases. Une phrase, c'est composé d'un noyau verbal. Vous avez des groupes nominaux qui sont attachés. Vous avez des relations syntaxiques, des relations sémantiques, de la morphologie, des coréférences. Enfin, voilà. Vous avez toute la machinerie de la linguistique qui peut vous aider à représenter le langage sous forme de connaissances, okay, que vous allez essayer de rentrer dans la machine d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, on va le voir, c'est d'avoir des représentations qui ne sont pas faites par des professeurs, par des experts, mais qui sont uniquement faites par rapport à des exemples qu'on a donnés à la machine, et la machine a digéré ces exemples pour faire sa propre représentation à elle. Ce n'est pas une représentation qui est basée sur des connaissances linguistiques, c'est une représentation qui est basée sur les exemples qu'elle a eu à manger, entre guillemets, à digérer pour pouvoir réaliser une application. Donc on va voir un peu rapidement ces deux méthodes. Alors, représentation explicite, donc, comme je l'ai dit à l'instant, ça va être par exemple des choses qui sont assez proches de ce que vous manipulez tous les jours, c'est-à-dire des dictionnaires. Donc si vous prenez le mot affluent, qui peut être un adjectif, un nom commun ou un verbe, eh bien on peut le représenter dans l'ordinateur avec donc quelque chose qui peut ressembler à une base de données, hein, dans laquelle les champs avec les traits de genre, de nombre, les traits syntaxiques, les traits morphologiques, de sens, etc., sont décrits. Vous pouvez aussi avoir d'autres types de représentations, comme par exemple ce qu'on appelle des graphes sémantiques. Vous pouvez dire par exemple que la baleine est un mammifère, un mammifère est un animal, un ours possède de la fourrure, comme un chat, etc. Donc là, vous avez un exemple de graphe sémantique. Toutes ces ressources-là sont des ressources qui sont faites à la main par des experts, okay, pour décrire le monde, le langage donc, avec donc des connaissances, okay, connaissances syntaxiques, sémantiques, morphologiques, etc. Quand on est dans les représentations implicites, on est dans des représentations qui sont déduites par la machine à partir d'exemples, mais qui ne sont pas basées sur des connaissances. Donc ce que vous voyez là, je vous montrerai une petite démo à la fin, là, si on a encore du temps, c'est ce qu'on appelle une projection dans un espace vectoriel d'un lexique. Alors comment ça marche ? Vous prenez du texte, des tonnes et des tonnes et des tonnes de texte, et vous allez regarder finalement quels sont les mots qui sont situés dans un contexte proche les uns des autres. Donc ça remonte, c'est pas des... Enfin, ces modèles-là sont récents, mais l'idée de base est très ancienne, elle date des années 50. C'est ce qu'on appelle la sémantique distributionnelle. Et donc le slogan de la sémantique distributionnelle, c'est de dire on reconnaît un mot par rapport aux mots qui sont à côté de lui, okay, par rapport à ses voisins. Si, par exemple, si on prend des relations sémantiques, si vous avez des textes qui parlent de football, eh ben, on va avoir donc le champ lexical du football qui va mettre les mots ballon, match, près les uns des autres. Et donc, si on regarde les mots qui sont voisins, on va se retrouver avec des proximités sémantiques. Si on regarde des contextes cette fois plus réduits, eh ben, les adjectifs ou les verbes, notamment sur les langues comme le français où l'ordre des mots est important, ils vont toujours se retrouver à peu près au même endroit. Donc on peut construire uniquement à partir de très 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 nombreux exemples des représentations qui capturent des relations sémantiques, des relations syntaxiques, etc. Donc là, vous avez un petit exemple, hein, où si on fait un zoom là, sur l'endroit où on a mis des animaux, ben, on voit plein de mots qui font penser aux animaux. Mais ce n'est pas des synonymes. Vous voyez, troupeau et peau, ce n'est pas des synonymes. Mais vous voyez qu'on est dans le champ lexical des animaux.
Et ça, ce sont des représentations qui sont apprises automatiquement, okay, uniquement à partir de textes. On verra comment après. Alors, on peut, pour apprendre un langage, utiliser des connaissances expertes. Alors, rappelez-vous ce que je vous ai dit au tout début de cette présentation. On peut apprendre par les exemples. Okay, quand on avait les oiseaux à classifier, on regardait les formes des oiseaux, leurs couleurs, et à partir de là, on trouvait un modèle. Mais on avait aussi le professeur qui pouvait nous faire gagner du temps et qui allait directement nous donner la solution s'il l'avait. C'est pareil pour le langage. Ce que vous voyez là, c'est un arbre syntaxique. Voilà. Donc un arbre syntaxique, c'est fait à partir d'une grammaire. Et ça, si vous voulez, ça ressemble beaucoup à ce que vous pouvez apprendre à l'école quand on vous apprend à écrire, hein, où on va vous dire, vous avez des cours de grammaire, on vous dit, bah voilà, une phrase est composée, comme je l'ai dit, d'un verbe, le verbe a un sujet, vous pouvez avoir des compléments, donc le sujet, ça va être un groupe nominal, le groupe nominal peut être composé d'un déterminant, d'un adjectif, d'un nom, etc. Et donc ce que vous voyez ici, c'est une analyse de la phrase, en anglais, j'ai vu l'homme sur la colline avec un télescope, et le fait qu'avec un télescope soit relié à homme sur la colline, ça veut dire que je suis en dehors de la colline et du télescope, et c'est l'homme qui a le télescope et qui est sur la colline. Et ça, c'est fait à partir d'une grammaire experte qui a été réalisée par un spécialiste, un linguiste. Mais ce que je peux faire aussi, c'est prendre des phrases, des textes, des livres, des collections de livres, des dizaines et des centaines et des milliers de collections de livres, et les faire manger, entre guillemets, à un modèle, à une machine pour qu'elle produise un modèle. Alors, qu'est-ce que je vais lui donner en entrée et en sortie ? Si vous reprenez l'exemple des oiseaux de tout à l'heure, en entrée, je donnais l'image de l'oiseau, et en sortie, j'avais deux classes, pif et paf. Voilà. Donc je montrais un exemple, je disais c'est pif, un autre exemple, je montrais c'est paf. Pour les textes, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez mettre en entrée du texte et mettre en sortie du texte. Si vous avez le même texte en entrée et en sortie, c'est ce qu'on appelle un auto-encodeur, et là, l'idée, si vous voulez, ça va être de digérer un texte. Imaginez que vous soyez capable de lire Don Quichotte de Cervantes, et une fois que vous avez refermé la dernière page du livre, on vous demande de le réécrire, uniquement de mémoire, en partant de la première page. Ça, c'est ce qu'on appelle un auto-encodeur. On entraîne les systèmes à faire ce genre de choses. Alors, pas sur un livre entier à la fois, mais ça, on va le faire sur une phrase, sur un paragraphe, etc. Et donc, le modèle qui est appris à l'intérieur, c'est un modèle de la langue qui est appris à partir des textes que vous lui avez donnés en entrée. Mais on peut aussi mettre en sortie, non pas le texte lui-même, mais un texte dans une autre langue. Vous prenez Don Quichotte en espagnol et vous lui donnez en sortie Don Quichotte en français. Le système, cette fois, va apprendre une représentation qui lui permet de passer du français, de l'espagnol, au français. Vous pouvez aussi lui mettre en sortie des informations structurées sous la forme de modèles formels. Vous pouvez lui mettre un arbre, vous pouvez lui mettre des mots-clés, vous pouvez lui mettre ce que vous voulez en sortie. Comme pour les oiseaux avec les classes pif et paf. Le système va digérer le texte que vous lui mettez en entrée et va essayer de produire un modèle qui permet d'obtenir une sortie. Donc, comment ça marche ? Comment on rentre le texte sous une forme numérique ? Alors là, il y a beaucoup de méthodes. On n'a pas le temps d'aller trop en détail là-dessus, mais sachez que finalement, quand vous analysez un texte, vous avez des suites de caractères. Ces suites de caractères, soit vous commencez par reconnaître des mots, et puis ensuite vous allez faire ce qu'on appelle des vecteurs avec ces mots, soit même vous allez couper le texte en séquences de lettres, sans se préoccuper tellement de ce qu'est un mot, et vous allez regarder les régularités sur ces séquences de lettres. Donc vous voyez qu'on est très loin de la linguistique. On va prendre des séquences de, de 4 lettres, 5 lettres, 6 lettres, ou des séquences qui sont déterminées par des critères fréquentiels, et on va calculer des modèles statistiques sur ces séquences de lettres. On n'a pas de dictionnaire, on n'a pas de livre de grammaire, on n'a pas de traité de sémiologie ou quoi que ce soit, on a simplement des statistiques sur les chaînes de caractères. Et on donne ça à manger à un modèle qui devient de plus en plus gros et qui, à la fin, produit un espace de représentation. Alors en ce moment, j'ai représenté ça sous forme de graphe. Les systèmes à la mode utilisent ce qu'on appelle l'apprentissage profond, les réseaux de neurones profonds, pour produire des gros réseaux de neurones. Alors, réseau de neurones, on pourra peut-être en parler dans la discussion, c'est un mot un peu vendeur, mais c'est pas des neurones, en gros c'est des matrices de nombres, et il va produire, donc, vous allez produire d'énormes matrices de nombres qui vont être des modèles prédictifs. C'est-à-dire que vous avez la possibilité à partir d'une entrée de réaliser ce qu'on appelle un décodage. Vous faites rentrer les données
dans votre modèle de la même manière que ce que vous avez appris pendant l'apprentissage du modèle, et vous allez produire en sortie. Si vous l'avez entraîné pour produire du texte, il va générer du texte. Si vous l'avez entraîné pour traduire, il va traduire. Si vous l'avez entraîné pour sortir des mots-clés, il va sortir des mots-clés, etc. Alors, voilà donc le principe général. Donc, pour résumer, vous avez donc deux manières de représenter la langue, soit à base de connaissances, soit à base de statistiques apprises sur des corpus, et vous avez deux méthodes de traitement possibles, là encore, soit des traitements qui font appel à des connaissances expertes, soit des traitements qui induisent tout à partir des données. La compréhension, ça va consister donc à mettre dans votre tâche la tâche de choisir le sens en contexte pour désambiguïser le texte que vous avez mis en entrée et éventuellement réaliser une action. Donc on va voir ça, on va illustrer donc ce qu'on vient de dire à travers deux tâches, deux applications. La première, c'est la transcription de parole, la dictée. Okay, ça, pour rester dans l'analogie avec l'enfant qui apprend à lire et à écrire. Et puis une autre tâche qu'on verra qui est assez importante maintenant, que sont les questions-réponses. Alors, tout d'abord, la dictée. Alors, qu'est-ce que la dictée? La dictée, ça va consister à analyser un signal et à essayer de le décoder pour essayer de retrouver les mots qui ont été prononcés lorsque j'ai parlé à partir de ce signal. Alors, comment ça marche? Bon, d'abord, vous avez besoin d'oreilles électroniques. Donc, l'oreille électronique, vous l'avez devant vous, c'est un micro. Donc, le micro va transformer les vibrations de l'air en impulsions électriques et vous avez la trace de ces impulsions électriques à l'écran. Évidemment, on ne peut pas travailler directement avec ça. Ces impulsions électriques, ce signal est beaucoup trop changeant. On fait ce qu'on appelle du traitement de signal. Et la deuxième partie de la fenêtre que vous voyez là, ce sont des photos de ma voix. Donc là, je suis en train de parler, donc je fais des sons comme A, I. Vous allez avoir des photos différentes. Comment ça marche? En fait, c'est un phénomène qui est assez très bien documenté. C'est ce qu'on appelle une analyse spectrale. C'est à peu près ce que fait votre oreille interne. C'est ce que vous faites dans la cochlée. Ça va être de décomposer le signal en bandes de fréquences. Votre cochlée, elle va réagir de manière différente, donc selon la fréquence du son qui est reçu par votre tympan, et vous allez transformer, alors ce n'est pas des impulsions de la même manière que vous avez les impulsions électriques, mais selon l'endroit où donc votre fréquence va être reçue, vous allez avoir un signal qui va s'allumer. Donc ce que vous voyez ici, c'est une photo, à peu près rafraîchie toutes les 10 millisecondes, avec les barres rouges, de ma voix. Les barres correspondent aux bandes de fréquence, et la hauteur de la barre correspond à l'énergie dans la bande de fréquence. Donc la machine va travailler avec ces images-là. Chaque image va être une image d'un son. Mais évidemment, ces images, on ne peut pas les interpréter telles quelles. Le son, selon, si je prononce le son A, selon le mot dans lequel le son A va apparaître, je vais avoir des images très très différentes. Donc je ne vais pas pouvoir avoir quelqu'un qui va me donner une règle, comme pour les oiseaux, pif et paf, en disant si vous avez votre deuxième formant là, ça va être tel son, etc. Non. On va être obligé de faire un modèle à base d'apprentissage qui va apprendre à partir d'énormes quantités d'exemples de sons pour enfin faire une prédiction. Est-ce que c'est un son A, E, I, etc. Alors, ces sons, on les a bien documentés. Les phonéticiens ont beaucoup travaillé sur la documentation de la manière dont les humains utilisent la parole, donc le conduit vocal, la production de sons, etc. Donc vous avez de nombreuses études. Alors en français, voilà la liste des phonèmes qui sont communément acceptés, que vous avez pour décrire l'ensemble des mots du français. Donc, vous allez avoir un traitement qui va vous... Alors, même si, en réalité, les traitements sont combinés, mais disons pour la compréhension du processus, on va le décomposer, même si ça ne se passe pas exactement comme ça. Imaginez donc qu'à partir des photos de son que je vous ai montrées, le système arrive à produire une séquence de phonèmes. Là, par exemple, c'est la séquence de phonèmes qui se lit « elle l'apprend ». Elle l'apprend. Si je vous dis cette phrase-là, « elle l'apprend », et si je vous demande de l'écrire, comme à l'école, en faisant une dictée, vous avez plusieurs moyens de l'écrire. Vous avez plusieurs possibilités pour l'écrire. Vous n'avez pas une seule séquence de mots qui va correspondre à la séquence de son « elle l'apprend ». Vous avez par exemple « elle l'apprend » avec le verbe « apprendre ». D'accord ? Elle apostrophe « apprendre ». Mais vous avez aussi « elle l'apprend » en 3 mots avec le verbe « prendre ». Si je vous dis cette nouvelle, elle l'apprend dans le journal,
bon, bah, c'est le verbe apprendre. Si je vous dis cette valise, elle la prend des deux mains, alors c'est des deux mains ou c'est mes deux mains? Là encore, c'est une ambiguïté. Vous avez beaucoup de moyens de les écrire, cette simple séquence de sons. Vous pouvez aussi l'écrire avec deux choses un peu bizarres que j'ai mis là. Elle l'apprend et elle l'apprend. Alors vous allez me dire, bon, mais les deux dernières, elles sont complètement stupides. Oui, mais comment vous allez expliquer à la machine qu'elles sont complètement stupides? Est-ce que c'est parce qu'elles ne sont pas syntaxiques? Non, parce que toutes les phrases ne sont pas syntaxiques en comprenance, loin de là. Est-ce que c'est parce qu'elles n'ont pas de sens? Ça voudrait dire que vous êtes capable de savoir qu'est-ce qui a un sens et qu'est-ce qui n'en a pas en général. Et ça, c'est un problème qui est extrêmement compliqué. Quand vous êtes dans un domaine restreint, par exemple, vous utilisez votre smartphone pour avoir la météo. Bon, votre champ sémantique, c'est avoir la météo. Donc là, vous avez une restriction du sens qui est possible. Mais quand vous êtes dans le domaine général, qu'est-ce qui a du sens et qu'est-ce qui n'en a pas? On est incapable d'avoir un modèle qui peut vous dire à coup sûr, cela a du sens, cela n'en a pas. Et même cette phrase-là, peut-être c'est de la poésie un peu ésotérique, hein, et ça pourrait, pourquoi pas, être possible. Alors, à partir de là, on va avoir un système qui va essayer de deviner, comme ce que vous êtes en train de voir maintenant que je suis en train de parler, hein, il va essayer de deviner quelle est la transcription la plus probable par rapport au son que je suis en train d'émettre. Donc vous n'êtes pas dans la situation où le système est sûr de lui. Hein. Le système fait, d'ailleurs vous le voyez, il hésite. Voilà. Donc ce que vous voyez en vert, c'est quand il hésite, il n'est pas sûr de lui. Quand je fais une pause, ça passe en bleu, et là il a pu corriger les hypothèses qu'il avait pu faire au début, okay, éventuellement en modifiant certains mots sur lesquels il s'était trompé. Le système que vous voyez là, c'est pas moi qui l'ai fait malheureusement, j'aurais été très content de le faire, c'est le système Google hein, qui provient des laboratoires de recherche de Google et qu'ils ont mis à disposition en accès sur leur plateforme. Alors, j'ai mis Google, il pourrait y en avoir d'autres, c'est pas les seuls à faire ça, c'est un des meilleurs systèmes de transcription, mais c'est pas les seuls à atteindre un niveau de performance assez impressionnant, surtout par rapport aux performances des systèmes d'il y a à peine quelques années. Alors, par contre, tout n'est pas réglé. Hein. Il faut surtout bien voir ici que vous n'avez pas d'accès au sens. Pour vous en convaincre, il suffit de donner, donc je vous ai dit tout à l'heure, je prends la phrase « Elle l'apprend des deux mains ». Cette valise, elle la prendra des deux mains. Cette nouvelle, elle la prendra dans le journal. Ça, c'est mieux. Elle la prendra des deux mains car elle est trop lourde. Elle l'apprendra. Donc, vous voyez bien que selon comment je prononce, le système va hésiter. Dans certains cas, ça va bien tomber. Dans d'autres cas, ça va mal tomber. Dans d'autres cas, les deux hypothèses sont absolument possibles et il n'y a pas vraiment de moyen de choisir entre l'une et l'autre. Ce n'est pas une machine qui comprend ce que vous dites. C'est une machine qui reconnaît des séquences et qui, à partir de la masse gigantesque de données sur lesquelles elle a appris son modèle de langage, va être capable de générer une séquence de mots qui ressemble, en tout cas si vous la prononcez à haute voix, qui ressemble à ce que vous êtes en train de dire, et en espérant que ça tombe juste par rapport au sens que vous vouliez émettre quand vous avez prononcé votre phrase. Donc vous voyez que vous êtes dans la situation d'un écolier qui est studieux, qui fait de son mieux, mais qui ne comprend absolument rien à ce qu'il est en train d'écrire. Donc la plupart du temps, puisqu'il est studieux, il a bien appris, ça va tomber pas trop mal. Dans certains cas, ça va tomber un peu n'importe où. Alors, on va maintenant donc prendre comme exemple les assistants vocaux. On va prendre deux exemples pour finir cette présentation. On va prendre le cas des assistants vocaux et on va prendre donc le cas des systèmes de questions-réponses. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un assistant vocal? Bon, vous les connaissez tous maintenant, soit dans votre smartphone, soit dans les enceintes connectées. En gros, vous avez un système qui permet donc d'abord de transcrire ce que vous êtes en train de dire, de le comprendre. Alors, comprendre, on reprend ce qu'on avait dit au début, comprendre, c'est simplement faire un choix
parmi les sens possibles, et ce choix-là doit être en contexte, hein, par rapport au contexte de prononciation dans lequel vous utilisez cet assistant vocal. Vous avez un gestionnaire de dialogue qui va essayer de choisir quelle est la meilleure action à faire. Ça peut être poser une question de clarification, ça peut être directement vous renvoyer un résultat. Et puis vous avez de la synthèse de parole éventuellement pour vous donner la réponse. Il faut voir que rien n'est simple, hein. Même sur des phrases très très banales qui semblent absolument pas ambiguës, pour une machine ça va être ambigu. Si je vous dis la phrase « je commande une glace au chocolat », en fait vous pouvez commander une armée, hein. Vous pouvez commander quelque chose sur Internet, vous pouvez commander quelque chose dans un restaurant. La glace, ça peut être la crème glacée, ça peut être des cristaux de glace, ou ça peut être le miroir, hein, dans lequel on se voit. Et puis le chocolat, ça peut être la boisson, ça peut être la matière, les carrés de chocolat, ou ça peut être des bonbons. Et donc la machine, quand vous lui donnez une phrase comme « je commande une glace au chocolat », elle doit faire un choix. Elle doit choisir parmi tous les sens possibles celui qui est pertinent, hein, en fonction donc, de l'application, en fonction du système que vous utilisez. Alors, voilà un exemple, par exemple, de ce qui se passe dans les assistants vocaux que vous pouvez acheter dans le commerce. Quand vous avez une phrase comme « Alors oui, quel temps il va faire demain à Paris le soir ?» Vous allez avoir un domaine qui va être choisi. Donc là, par exemple, le domaine, c'est la météo. Et donc, votre système, il n'a qu'un certain nombre de domaines. Hein. Il en a un nombre très, très réduit. Ensuite, vous allez avoir l'intention. Est-ce que c'est une demande d'information? Est-ce que c'est une confirmation, etc. Donc, on va essayer de deviner quelle est l'intention que vous avez dans cette phrase. Et puis enfin, vous allez avoir les éléments, les concepts qui sont à l'intérieur de cette phrase. Okay? Et donc là, par exemple, le domaine, c'est la météo, l'intention, c'est la demande d'information, et les entités, c'est donc le soir et à Paris. Donc c'est-à-dire demain, le soir, Paris. Et donc là, la requête, ça serait objet météo, lieu Paris, la date et l'horaire. Alors, donc en pratique, hein, quand vous allez avoir une requête comme « quel temps il fera demain », ça va marcher. Ça va marcher, on va reconnaître la requête, la météo est demain, et on vous donnera « grand soleil demain ». Ouais, requête, il a reconnu roquette, par exemple. Ah, la roquette. Requête. Bon, c'est moi qui prononce mal. Ouais, les accents, c'est un problème. Le problème, justement, puisqu'on en parle, si je vous dis une phrase un peu bizarre, je l'admets, mais combien de temps jusqu'à demain? En fait, je ne vous demande pas la météo. Je vous demande l'heure, en gros, je demande quelque chose qui est relatif au temps, mais pas au temps à la météo, au temps qui passe. Un système, qu'est-ce qu'il va faire? S'il utilise le même système de compréhension partielle, donc avec intention, domaine, etc., eh ben, il y a beaucoup de chances pour qu'il tombe à côté, puisque ce type de requête n'est pas prévu. Et donc là, vous voyez qu'on est dans le monde des connaissances expertes, c'est-à-dire qu'il y a des experts chez ces fabricants d'assistants vocaux qui ont écrit des patrons, des grammaires, des exemples de requêtes. Alors, évidemment, il y a beaucoup d'apprentissage aussi à partir d'exemples, mais ce qui va décider du sens, c'est fait à partir de connaissances expertes. Et ces connaissances expertes, elles sont en quantité limitée. On n'a pas pu mesurer le monde entier. Enfin, modéliser, pardon, le monde entier. Donc là, vous allez avoir beaucoup de chances que le système, en fait, se plante, hein, et vous donne de nouveau la météo. Vous n'aviez qu'à, par exemple, utiliser cette formulation un peu bizarre. Le problème, c'est que si vous devez modéliser chaque élément, chaque manière de poser une question pour que le système vous comprenne, vous voyez bien que c'est quelque chose qui est sans fin. Alors, si vous êtes dans le monde des assistants vocaux de nos jours, finalement, les assistants vocaux de nos jours, ils ne sont pas très différents d'un aspirateur ou d'une cafetière. À la place d'appuyer sur un bouton, eh ben, vous dites quelque chose. Mais ce que vous dites, finalement, ça va déclencher une action. Il faut que cette chose-là soit reconnue de la même manière que lorsque vous appuyez sur un bouton, c'est reconnu par la machine. Ce n'est pas très différent. La machine deviendra vraiment intéressante quand elle commence à généraliser. Alors, les systèmes actuels arrivent à généraliser. Hein. Ils ont une certaine capacité de généralisation. Mais cette capacité, elle est limitée. Puis surtout, elle peut être dangereuse. Hein. Alors, je prends un exemple. Si vous commandez des glaces au chocolat, au caramel, au café, au cassis, le système, il va apprendre ça. Et donc, il va apprendre que si vous commencez une phrase par « je commande une glace au », ben, ce qui va suivre, c'est le parfum. Malheureusement, ou plutôt heureusement, hein, car la langue est quelque chose de merveilleux, vous vous retrouvez avec la phrase « je commande une glace au serveur ». D'un point de vue purement de surface, c'est la même forme. Par contre, ce n'est pas le même verbe. C'est commander à quelqu'un et ce n'est pas commander quelque chose. Et évidemment, si le système infère que le serveur est un parfum de glace, ça peut vous faire des surprises. Alors,
Donc ça, c'était la première application de la transcription, et pas de la transcription, des questions-réponses, hein. C'était les questions-réponses quand vous êtes dans le cas des assistants vocaux. Mais ce que je vais vous présenter maintenant, c'est quelque chose d'un peu plus neuf, on va dire, d'un point de vue recherche. Les assistants vocaux, si vous voulez, toute la technologie, ce principe, ce découpage avec intention, domaine, etc., c'est des choses qui ont 20 ans. Ce qui s'est amélioré, c'est chaque brique. La reconnaissance de la parole, vous voyez avec la trace qui est en train de s'écrire quand je parle, la reconnaissance de la parole a fait des progrès phénoménaux depuis ces 5 dernières années. Néanmoins, ça reste, voilà, c'est une amélioration, on va dire, continue d'une technologie. Le reste de votre assistant vocal, ce sont des technologies qui sont assez anciennes. Ce que je vais vous montrer là, c'est des choses qui sont plus récentes. Et il y en a qui sont vraiment très très récentes. Alors qu'est-ce que c'est que la compréhension de texte? La compréhension de texte, c'est exactement l'exercice que vous faites à l'école quand on vous donne un document, et pour vérifier que l'élève a compris de quoi il s'agissait, on lui pose des questions. Donc, ce ne sont pas des questions d'ordre général, hein, du style quelle est la capitale de la Colombie, c'est des questions qui sont relatives à un texte et à un seul. Donc par exemple, quand vous dites... quand vous avez un texte comme « Monsieur Wildon a laissé plus clairement entendre que si l'Allemagne exécutait sa menace contre le commerce neutre, l'Amérique lui déclarerait la guerre et il a demandé au neutre de se joindre à lui dans son action ». Donc c'est des textes qui viennent de Clio-Texte, hein, c'est des bases de textes historiques. Et donc c'est un texte assez compliqué, hein. Vous voyez qu'il y a pas mal d'anaphores, il y a des phrases un peu complexes, etc. Et donc le type de question que vous pouvez poser à un élève pour vérifier s'il a réussi à décoder, à avoir la structure de cette phrase, c'est par exemple qui a demandé au neutre de se joindre à lui dans son action, à qui est-ce que l'Amérique a déclaré la guerre, ou qu'est-ce que l'Amérique a déclaré à l'Allemagne. D'accord? Et évidemment, si vous avez bien compris le texte, vous allez être capable de répondre, et répondre, ça revient à choisir dans le texte original les morceaux, okay, les mots, qui représentent la réponse à la question que vous avez posée. D'accord? Donc ça, c'est une tâche qui est classique à l'école et qui est en train de devenir une tâche classique dans le monde donc du langage traité par les machines pour essayer de vérifier les capacités de nos systèmes à comprendre, entre guillemets, hein, un texte. Donc on va utiliser les mêmes tests que l'on fait pour les élèves à l'école pour tester nos modèles et nos machines. Ce qui est une démarche qui est assez nouvelle et qui est assez intéressante. Alors comment ça marche? Eh bien, ça va remarcher avec notre gros modèle d'apprentissage que je vous ai présenté tout à l'heure. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre des textes. Alors, on prend beaucoup Wikipédia. Donc, on travaille énormément avec Wikipédia, parce que ça a l'avantage d'être des textes qui sont libres, c'est-à-dire tout le monde peut les récupérer. Il y en a des quantités quand même assez gigantesques. Et surtout, c'est des informations qui sont relativement... il y a beaucoup d'informations factuelles. Et donc, on peut pas mal travailler avec ça. Et donc ici, vous allez donner des exemples à votre machine avec un contexte, c'est le texte de tout à l'heure, une question et une réponse. Et vous allez mettre ça dans votre mécanisme d'apprentissage, sachant que, étant donné ces deux parties, le but du modèle, ça va être de prédire la réponse. Et ça marche. Alors ça marche, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais le fait de donner des dizaines, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, si possible, d'exemples, de contextes, de questions et de réponses, vont vous donner un modèle complètement obscur, hein, qui est cette espèce d'énorme matrice réseau que vous avez là. Vous lui donnez en entrée un contexte et une question, il va vous sortir en sortie un bout de texte du contexte qui répond à la question. Alors évidemment, pas dans tous les cas, hein, il va se tromper. Mais ce qui est assez intéressant là-dedans, c'est que le modèle que vous avez utilisé n'a absolument rien d'un modèle linguistique. Ce ne sont que des régularités sur les suites de lettres. C'est tout. Il n'y a pas de dictionnaire, il n'y a pas de connaissances, il n'y a pas de base de sémantique, etc. Ce qui est encore plus troublant, c'est que si vous regardez ce qu'on appelle les leaderboards, donc en gros les résultats, hein, donc on organise beaucoup de compétitions, un peu sur le mode sportif, hein, pour savoir, en gros, comme c'est des modèles qui sont très empiriques, hein, il n'y a pas de preuve que le modèle marche, et bien on va organiser des compétitions dans lesquelles tous les systèmes sont testés, okay, et puis à la fin on regarde
combien de systèmes ont réussi à répondre à combien de questions. Et si vous regardez donc les tableaux de score en ce moment sur donc un gros corpus de données qui s'appelle SQUAD, qui a été fait par l'université de Stanford aux États-Unis, eh bien vous avez la surprise de constater que, soi-disant, les systèmes basés sur alors il y a BERT, c'est le nouveau modèle à la mode depuis un an et demi, on va dire, qui permet de répondre à ce genre de problème. Eh bien, si vous utilisez BERT et toutes les variantes, donc il y a notamment une variante qui a été faite par des collègues à Paris très récemment, il y avait un article dans Le Monde là-dessus et qu'ils ont appelé finement Camembert, et donc qui a été faite pour le français. Donc si vous utilisez ce type de modèle, vous montrez que les humains sont battus par les machines. Battus sur une tâche qui n'est pas une tâche triviale, hein. C'est une tâche, vous l'avez vu, hein, c'est une tâche que font les enfants, c'est-à-dire analyser un texte potentiellement compliqué, trouver les réponses, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors on peut se poser la question, hein, les machines ont-elles gagné? Est-ce que finalement elles sont comme elles nous ont battus aux échecs, elles nous ont battus au Go, elles nous ont battus aux jeux vidéo Atari, est-ce qu'elles nous ont battus aussi pour manipuler le langage et les textes style Wikipédia? C'est pas si sûr, heureusement. Heureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas si sûr. Pourquoi? Parce qu'il faut bien se rendre compte que lorsque vous avez des évaluations comme ça qui proclament la machine a gagné par rapport aux humains, ouais, mais gagné à quoi? Quelle est votre métrique? Comment vous l'évaluez? Il faut voir que nous, on fait des campagnes d'évaluation qui sont faites pour comparer des machines entre elles, qui ne sont pas faites pour comparer des machines à des humains. Quand vous placez l'humain dans ce mode de fonctionnement-là, il est un peu désavantagé, parce que les humains n'évalueraient pas de la même manière. Et donc vous avez des évaluations qui sont purement quantitatives et pas forcément qualitatives. D'ailleurs, si on montre les sorties des systèmes sans dire aux utilisateurs si c'est des sorties humaines ou des sorties de la machine, dans plus de 90% des cas, ils préféreront les sorties humaines, même si l'évaluation vous dit que la machine est meilleure. Donc il faut se méfier de ce que vous pouvez, de ces résultats un peu... voilà. C'est des résultats en fait qui sont pertinents dans le cadre des travaux scientifiques que l'on mène dans les laboratoires, mais qui ne peuvent pas être transposés dans la vie de tous les jours aussi rapidement. Ensuite, il y a des biais dans les données, c'est-à-dire que de la même manière que les... Qu'est-ce que c'est qu'un biais? Si vous prenez l'exemple des oiseaux pif et des oiseaux paf, imaginez que, donc je vous ai dit parce que leur crête était rouge ou blanche, c'était un oiseau différent. Mais peut-être c'est pas le cas. Peut-être c'est pas le cas. Mais il se trouvait que sur les données que je vous ai montrées, c'était le cas. Et donc la machine peut apprendre quelque chose qui n'est pas la vérité, mais parce que vos données sont biaisées, la machine ne fait qu'apprendre ce biais. Et elle n'apprend pas le problème qui est sous-jacent. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très très souvent. C'est-à-dire que votre machine à base d'apprentissage, elle va se contenter d'apprendre des biais sur des données qui sont partielles, plutôt que de modéliser réellement le problème sous-jacent. Et puis, vous avez quand même quelque chose d'assez douloureux, c'est si vous prenez ce système soi-disant miraculeux qui bat l'humain, et que vous lui demandez cette fois de faire un système, une application que vous utilisez tous les jours dans votre assistant vocal. Et là, vous verrez que dans ces cas-là, ces systèmes-là sont quand même très très loin ils rivalisent pas du tout avec ce que peut faire un humain. Alors, pour continuer là-dessus, ces modèles-là, très très récents, posent aussi un certain nombre de questions qui sont assez intéressantes et sur lesquelles on travaille. Ce sont des modèles qui sont basés sur la performance pure, je l'ai dit, mais du coup, on s'est retrouvé dans la situation où ces modèles sont devenus obèses. C'est-à-dire que pour entraîner ces modèles-là, il faut une puissance de calcul qu'il n'y a plus guère que les GAFAM qui peuvent l'avoir. Qu'est-ce que j'ai dit? Les GAFAM. Les GAFAM. Ils ne se reconnaissent pas en termes de GAFAM. Et donc, le problème, si vous voulez, c'est que dans une université lambda, vous n'allez jamais avoir assez de puissance de calcul pour essayer d'apprendre. Alors, BERT, oui, mais d'autres modèles, ça va être compliqué. Alors, c'est pas grave, on a par exemple, le CNRS a créé le centre Jean Zay de calcul sur lequel on a un accès qui nous permet de rivaliser maintenant avec ce que peuvent avoir
des grandes compagnies comme Google et Facebook, mais néanmoins, ça pose des soucis. Ça pose des soucis aussi d'un point de vue énergétique, hein, parce que vous savez que maintenant, l'apprentissage d'un modèle comme ça se compte en aller-retour Paris-New York en avion. Donc, c'est des modèles qui sont devenus vraiment très, 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 très gros. Et puis, vous avez le problème de la neutralité. Donc, il y a pas mal de travaux en ce moment qui montrent que lorsque vous apprenez des modèles sur des quantités gigantesques de textes, ben ces textes, qu'est-ce qu'ils reflètent? Ils reflètent les a priori, les préjugés des époques où ils ont été collectés. Et donc vous vous retrouvez avec des modèles qui sont racistes, sexistes, et donc qui vont vous générer des phrases qui sont absolument voilà, inacceptables maintenant très facilement. Donc ça pose aussi un certain nombre de questions à la fois sociétales et scientifiques qui sont intéressantes. Alors, pour terminer cette présentation, on va essayer de réfléchir à ce que pourraient être les prochains défis. Qu'est-ce qui manque à nos machines pour mieux nous comprendre? Et je dirais qu'il leur manque à peu près 4 choses. Enfin, en tout cas, il faudrait développer 4 choses: l'introspection, le sens commun, l'adaptation et la remise en cause. Alors, qu'est-ce que c'est que l'introspection? Pour l'instant, un système a très peu de moyens de savoir s'il est en train de faire une erreur ou pas. Un humain, vous vous plantez, généralement, vous avez des garde-fous. Si on vous demande l'heure, vous n'allez pas répondre rouge. Peu de chance. Voilà. Vous pouvez vous tromper dans l'heure que vous allez donner, mais vous n'allez pas donner quelque chose de complètement incongru. Une machine, oui, il n'y a pas de garde-fou. Je vous rappelle que ces machines, la plupart en tout cas, sont apprises sans connaissance experte. Vous n'avez pas une connaissance du monde qui fait ces garde-fous. Et donc là, c'était un petit exemple sur un système de traduction sur lequel on a travaillé il y a quelques années. C'est une traduction qu'on appelle parole à parole. C'est-à-dire que vous parlez dans une langue et le système vous répond dans une autre langue. Donc ça permet de dialoguer entre des personnes qui ne parlent pas la même langue. Et donc, il y avait une phrase très simple où on avait « Bonjour, je voudrais savoir à qui appartiennent ces entrepôts ». Il se trouvait que le mot entrepôt n'était pas reconnu, et donc il était inconnu, il avait remplacé par entrepôt. Quand on passait à la traduction, il traduisait ça par between skin. Donc vous imaginez bien que si quelqu'un entendait cette phrase en anglais avec between skin, entre la peau plutôt que entrepôt, évidemment le dialogue crachait immédiatement. Donc arriver à essayer de donner à la machine la capacité de savoir si elle se plante ou pas est quelque chose de vraiment important. Deuxième chose, le sens commun. Si je vous dis la statue ne rentre pas dans la boîte car elle est trop grande, et je vous pose la question, qui est trop grand? C'est pas la boîte. D'accord. Si je vous dis Marie lance le ballon, mais Jean ne l'attrape pas, où est le ballon? Bon, par terre. C'est des choses, vous n'allez pas avoir une base de connaissances qui va vous indiquer tout ça. Vous n'allez pas trouver sur Wikipédia, si vous tapez sur Wikipédia où est le ballon, on ne va pas vous répondre. Voilà. Donc ce sont des connaissances communes, okay, que vous développez au fur et à mesure de quand l'enfant grandit, qui sont des connaissances communes sur le monde. Comment la machine peut-elle intégrer toutes ces connaissances qui ne vont pas être, si vous voulez, explicitées dans un corpus sur lequel elle va pouvoir apprendre? Donc ça, c'est vraiment un problème sur lequel on travaille en ce moment. L'adaptation. Alors, je vous ai dit que les systèmes étaient assez magiques en ce moment, ils battaient les humains, etc. À un petit bémol près, ce bémol, c'est que le système, il est conditionné par un domaine et un seul. Si vous entraînez sur Wikipédia archéologie et que vous le testez sur Wikipédia histoire, ça va très mal marcher. Enfin, en tout cas, les performances vont se dégrader énormément. Alors qu'un humain, vous changez de domaine, il va s'adapter. Si vous passez à la musique ou au cinéma, ou si vous sortez de Wikipédia pour prendre des textes qui n'ont rien à voir, votre système s'écroule. Pour l'instant, on a des systèmes qui sont mono-domaines, monomaniaques. Alors, ils ont une certaine capacité de généralisation, hein, mais elle n'est quand même pas... Enfin, elle n'a absolument rien à voir avec celle des humains. Enfin, un système peut-il apprendre de ses erreurs? Imaginez un système de réservation, vous lui dites « Voulez-vous réserver un restaurant italien à Munich ?» Et l'utilisateur répond « Non ». Qu'est-ce qu'il peut apprendre de ça? Actuellement, on a du mal à faire en sorte que le système continue à apprendre au fur et à mesure de sa vie, en fait, au fur et à mesure de son utilisation, et qu'il puisse apprendre notamment des erreurs chaque fois qu'il a fait une faute. Okay. Alors, pour terminer cette présentation, donc ce qu'on peut dire, c'est qu'actuellement, on a deux manières, si vous voulez, de représenter le langage dans les machines que vous pouvez trouver à la fois dans la recherche et dans le commerce. Hein. Donc vous avez à la fois des machines qui sont basées sur de l'apprentissage à partir d'exemples, notamment pour la transcription, qui ne donnent pas forcément un accès au sens, mais qui permettent de traiter le langage avec une redoutable efficacité. Hein. Et puis, si vous voulez faire des applications très pratiques comme les assistants vocaux, là, vous repassez vers des modèles experts, des règles, des grammaires, des connaissances sur la langue qui vous permettent de choisir un sens pour réaliser une action.
Mais il y a tout un pan maintenant de la recherche, qui est pas récent, hein, où à ce moment-là, tout est appris à partir des données. Vous n'avez plus du tout de connaissances expertes. Et dans ces cas-là, vous pouvez réaliser des tâches linguistiques qui paraissent assez sophistiquées, hein, comme les questions-réponses. Mais là, le truc qui est troublant en ce moment, c'est qu'on ne sait pas réellement ce qu'il y a dans ces modèles. Votre modèle a appris à répondre à des questions, mais qu'est-ce qu'il a appris lui-même? Ce n'est pas clair. Vous n'avez pas une représentation explicite, lisible par un humain, hein, comme par exemple un arbre syntaxique, qui vous permet de dire « Ah, là, il a bien compris ce que je voulais vous dire » ou « Là, il s'est trompé ». Vous avez une sortie avec un score. Est-ce qu'elle est correcte ou est-ce qu'elle n'est pas correcte? Ça va dépendre de l'évaluation que vous allez en faire, mais vous ne pourrez pas décoder ce que la machine a appris. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.